Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Esther Ojeda. Je fais partie de l'équipe internationale de la clinique Fertilab Barcelona. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'événement appelé l'APMA dans un contexte incertain avec notre directrice médicale, le docteur Federica Moffat. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'elle en tant que professionnelle réputée dans la PMA au niveau européen. Et peut-être vous l'avez déjà vu aussi dans d'autres webinaires ou des vidéos. Donc, à travers ce webinaire, nous souhaitons résoudre les questions que vous nous posez en considérant les contextes actuels après un année rempli d'incertitudes. Donc, le docteur va faire tout d'abord une présentation et ça sera après la présentation qui va résoudre vos questions. Donc, vous avez deux sections importantes. Donc, la première section, elle s'appelle chat pour que vous puissiez discuter entre vous avec vos surnoms. Et la deuxième section, elle s'appelle questions. Donc, très important que vous sachiez que vous devez vous poser vos questions que dans cette section-là, dans la section appelée questions. Et donc, le docteur Moffat, il va répondre oralement. D'accord. Donc, tout en respectant bien sûr votre privacité, toujours avec vos surnoms. Donc, cette année, c'est le 25e anniversaire de la clinique Fertilab Barcelona. Et donc, malgré la pandémie, nous avons pu reporter nos meilleurs résultats à la Société espagnole de fertilité. Nous avons, donc, ce sont pour nous les meilleurs résultats cliniques de notre histoire. Et donc, des résultats après beaucoup d'années de travail, avec beaucoup d'années d'innovation et des personnalisations dans les traitements. Donc, nous mettons en mettant toujours à l'avant le bien-être de nos patients. Donc, j'essaie donc la parole au docteur Moffat qui vous donnera des plus amples informations sur ces résultats, sur les innovations et sur les avantages que tout cela implique pour nos patients. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt. Merci beaucoup Esther pour la présentation. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous présenter nos résultats. C'était une année difficile, comme Esther l'a bien dit. C'est maintenant un an pile qu'on était sur la première vague du Covid. Et donc, pardon, ok. On était sur la première vague du Covid il y a un an. Tout le monde était confiné chez soi. Mais on a la bonne nouvelle que les résultats en termes de grossesse et d'enfants qui ont, à l'issue des cycles des traitements, n'ont pas diminué. Au contraire, on va vous présenter des excellents taux de réussite. Donc, on sait que la probabilité de réussite d'un traitement des PMA, elle dépend de plusieurs facteurs. Aujourd'hui, on sait que si on arrive à sélectionner les meilleurs embryons grâce aux cultures prolongées au stade de blastocyste, c'est-à-dire des embryons de 5 ou 6 jours, c'est les embryons qui ont le taux d'implantation le plus élevé. Donc, cette méthode de sélection, on arrive à la voir et à l'appliquer grâce à la technologie. Donc, ici à Fertilab, on a des incubateurs de nouvelle génération comme l'embryoscope qui permettent des cultures embryonnaires prolongées tout en respectant le développement embryonnaire. C'est-à-dire, par exemple, que chaque embryon est cultivé individuellement et on peut suivre par caméra le développement. Donc, ça nous permet aussi de sélectionner les embryons qu'on peut transférer un à la fois. C'est-à-dire que, étant donné la haute qualité des embryons qu'on obtient, on va transférer individuellement les embryons et on va éviter comme ça des grossesses gémellaires qui sont des grossesses à risque. On a un taux de gémellaire qui est inférieur aux 5% dans la clinique Fertilab.
Et donc, à part les moyens de culture embryonnaire, on a aussi une technologie qui nous aide de plus en plus, c'est-à-dire l'application des techniques génétiques. Quand je parle de techniques génétiques, je parle d'un côté du diagnostic et de tests chez les patients, mais aussi la technique de diagnostic préimplantatoire sur les embryons. Ça nous permet aussi de sélectionner les embryons, par exemple, qui ont les chromosomes normaux par rapport à des embryons qui auraient des anomalies des chromosomes, comme par exemple le syndrome de Down. Et donc, voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que pardon, excuse-moi. Pardon, il y a un appel qui est rentré par vidéoconférence. Donc ça, je peux aussi vous dire que, et la plupart d'entre vous savent déjà que maintenant, toutes les consultations se font en ligne. Et donc, toute la partie préliminaire à la mise en place du traitement, ça se fait par vidéo. Et donc, les patientes ne vont pas se déplacer jusqu'au moment où vraiment on va procéder à l'implantation de l'embryon ou au traitement. Et donc, je disais que je suis très, très contente et fière de présenter les résultats qu'on vient de montrer à la Société espagnole de fertilité. Et la chose importante à savoir des résultats que vous allez voir maintenant, c'est que on va vous donner la probabilité d'avoir un enfant dans les bras. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas présenter simplement le taux de réussite en termes de grossesse et de grossesse clinique, mais vraiment, quelle est votre chance d'avoir un bébé si vous allez démarrer un traitement chez nous. Et donc, on peut voir qu'avec don d'ovocytes, sur un cycle de don d'ovocytes, le taux global de naissance, c'est de 85% par cycle. Il faut bien entendre ce que ça signifie par cycle. Ça veut dire la probabilité d'avoir un enfant avec les embryons qu'on obtient sur le cycle. Il y aura des cycles qui nous donnent un blastocyste, des cycles qui nous donnent 2, 3 blastocystes, 4 blastocystes, mais en moyenne, on sait que sur un cycle de long, on aura 2-3 blastocystes disponibles. Et donc, ça nous donne une probabilité par chaque embryon de 87%, c'est-à-dire pratiquement une chance sur 2 d'avoir un bébé chaque fois qu'on transfère un blastocyste. Mais globalement, sur le cycle, on arrive à un taux cumulatif de 85%. Si on compare avec les statistiques de la Société espagnole de fertilité, on voit qu'on est pratiquement au double. Il faut aussi dire que les statistiques de la Société espagnole de fertilité, elles sont calculées aussi sur l'année précédente. Et voilà, avec ses propres ovules. Donc, évidemment, avec ses propres ovules, la probabilité globale diminue, parce que ça dépend, comme on sait, aussi beaucoup de l'âge, mais tout compris, pratiquement une patiente sur 2, de 40% des patientes, elles ont une naissance après un cycle de fécondation in vitro chez nous. Évidemment, si on sépare par âge, cette probabilité, elle va être pratiquement identique à celle des cycles de don d'ovocytes pour les patientes qui ont moins que 35 ans. Et, au fur et à mesure que l'âge avance, la moyenne diminue avec l'âge. Mais globalement, si on se compare surtout avec les données de la Société espagnole de fertilité, on voit que les 40% est comparé avec un 15%.
Qu'est-ce qui se passe quand on applique la technique de diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire quand on fait l'analyse des chromosomes des embryons? On sait que toutes les patientes qui arrivent à transférer un embryon après diagnostic préimplantatoire, après l'analyse des chromosomes, elles vont avoir un 75% de naissance après le premier cycle, comparé avec un 37% de la société espagnole. Sur l'adoption d'embryons, donc vous savez que chez Fertilab, on a aussi un programme d'adoption d'embryons, c'est-à-dire embryons surnuméraires qui sont restés congelés dans la banque des embryons de Fertilab et que ont été donnés par les patients qui ont terminé leur cycle de reproduction. Donc, si on transfère des blastocystes, parce que c'est aussi des blastocystes actuellement qu'on a pour le don d'embryon, on arrive à avoir un 40% de naissance par transfert. Dans ce cas-là, le cycle, ça correspond à un transfert, parce que dans l'adoption d'embryons, chaque cycle prévoit le transfert d'un blastocyste. Il n'y a pas un taux de réussite cumulatif. Et ça, c'est comparé à 31% de la Société espagnole de fertilité. Et sur les inséminations, ici, on va vous présenter les résultats avec insémination avec sperme de donneur. Et sur, on a complété 600 traitements et sur les inséminations, on a un taux de réussite de pratiquement 30% comparé aux 20% de la société espagnole. Donc, globalement, on peut dire que chez Fertilab, les résultats sont liés à la technologie, mais liés aussi à la personnalisation. On traite chaque patiente selon sa spécificité et donc on va vraiment faire tout le parcours diagnostique individualisé et les suivis aussi est personnalisé. Et ça, c'est grâce au fait qu'on n'est pas une trop grande clinique. Normalement, on ne dépasse pas les 1000 cycles par an. Et ça nous permet, surtout grâce aussi à l'aide des assistants qui vont suivre nos patientes du début à la fin, la possibilité de cibler chaque traitement sur chaque cas clinique. Donc, moi, je pense qu'avec cette présentation, j'ai eu la possibilité de vous donner une idée globale de comment ça s'est passé pour nous en 2019-2020. Compte tenu de la pandémie, on est très, très content de nos résultats. Et là, maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Il y a quelqu'un qui me demande si le taux de réussite dépend de l'état de la patiente, spécialement, par exemple, chez une patiente qui a de l'endométriose ou de l'adénomiose. C'est clair que endométriose et adénomiose peuvent avoir un impact négatif sur les résultats. L'adénomiose sur la réceptivité de l'utérus et l'endométriose en cas de fécondation in vitro avec ses propres ovules. S'il y a des kystes dans les ovaires, c'est possible que la réponse ovarienne à la stimulation soit diminuée. Donc, je dois répondre qu'effectivement, il faut recalculer le taux de réussite chez les patientes qui ont ce type de pathologie. Mais c'est clair que ça ne va pas empêcher la patiente de pouvoir accéder au traitement. Il y a quelqu'un qui me demande s'il y a un contrat de confidentialité. Bien évidemment, donc toutes les patientes, avant même de démarrer la première consultation, elles vont signer un contrat de confidentialité et à savoir que
tous les données des patients et aussi évidemment tous les cycles avec du don éventuellement. Tout est évidemment dans nos dossiers informatiques et il n'y a pas de partage des données sensibles avec, à l'extérieur, bien évidemment. Voilà. Quelqu'un me demande si on a des garanties de grossesse 100% pour une FIV. On a une garantie de grossesse qu'on appelle baby fertile, donc c'est-à-dire soit vous rentrez chez vous avec votre bébé, soit on vous rembourse, mais dans le cas du don d'ovocytes. Actuellement, on n'a pas encore activé une garantie de grossesse pour les fécondations in vitro, parce que ça dépend aussi évidemment des variables liées à d'autres facteurs comme l'âge, hein, mais c'est un cours de préparation. Donc, bientôt, on va avoir des garanties aussi qui peuvent donner accès aux patientes, évidemment sélectionnées selon des critères très précis, hein, mais aussi pour la fécondation in vitro. Quelqu'un me demande encore comment savoir si les spermatozoïdes sont de bonne qualité. C'est une très belle question, hein, merci. Il y a, comme vous savez, des tests qu'on fait en routine comme le spermiogramme. Hein. Là, on regarde des paramètres qui sont la concentration, la mobilité, la morphologie des spermatozoïdes. Mais c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il y a des tests plus poussés, hein, pour regarder dans des cas où il y a des échecs à répétition ou bien que la qualité de base des spermatozoïdes est mauvaise, on peut aller faire des tests sur l'ADN des spermatozoïdes, comme par exemple la fragmentation d'ADN ou le test de Fish. Et évidemment, ces résultats vont servir au laboratoire de fécondation in vitro au moment qu'il faut procéder avec la préparation du sperme et la fécondation. Par exemple, on a des techniques de sélection assez sophistiquées pour sélectionner les meilleurs spermatozoïdes. Par exemple, en cas de fragmentation élevée, on peut appliquer la technique fertile ou d'autres techniques de sélection. Et dans certains cas, si on a un résultat donc pathologique sur les chromosomes et sur l'ADN des spermatozoïdes, on peut aussi décider d'appliquer la technique diagnostique plein implantatoire sur les embryons pour voir les chromosomes des embryons. Autre question, les critères de match avec les donneuses et s'il y a des coûts supplémentaires si la première tentative échoue. Donc, la première question sur le matching, donc on se base évidemment sur la loi espagnole qui nous dit qu'il faut choisir une donneuse selon les caractéristiques physiques de la receveuses. Donc, évidemment, on va demander à nos patients de nous envoyer une photo et de nous envoyer donc, leur phénotype bien détaillé, donc la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille, le poids et évidemment, on se base sur les caractéristiques pour faire un bon appareillement. Hein. Vraiment, on a une équipe de sélection et appareillement des donneuses qui travaille tout le temps sur ce type d'appareillement. Et en cas d'échec d'une première tentative, s'il y a des coûts supplémentaires, si une patiente elle doit refaire un cycle, il n'y a pas des coûts supplémentaires, c'est-à-dire qu'au contraire, on a une remise sur le deuxième cycle et on a aussi une possibilité de garantie d'un minimum de nombre de blastocytes disponibles sur un cycle. Je m'explique mieux. Imaginons qu'une patiente elle demande une garantie à avoir minimum 2 blastocystes à l'issue d'un cycle d'ovocytes et que, par hasard, le cycle ne donne pas de blastocystes, bien,
Fertilab, elle va refaire un deuxième cycle sans coût pour la patiente qui avait la garantie d'avoir minimum 2 blastocystes. 3 ou 4, hein, on a des garanties à 2, à 3 et 4 blastocystes. Donc, il y a quelqu'un qui demande question très intéressante sur le Covid. Est-ce qu'on a la recommandation de se soumettre à la vaccination? Je dis oui. Hein, je viens de me faire vacciner. Je suis très contente. J'ai eu aucun souci. Et je conseille à toutes les patientes de se faire vacciner. Il est beaucoup plus dangereux de éventuellement attraper le Covid pendant un cycle de reproduction ou encore enceinte plutôt que se faire vacciner. Et aujourd'hui, on sait que surtout certains types de vaccins n'ont aucune contre-indication. OK. Quelqu'un me demande si je pouvais expliquer les principes de la garantie de grossesse. Oui. Donc, comme je disais, la possibilité d'avoir la grossesse garantie à 100%, ça se base sur une formule qu'on appelle, chez Fertilab, on l'appelait Baby Ferti. Et donc, dans ce type de garantie, on a 3 cycles complets avec 3 donneuses différentes disponibles jusqu'à l'obtention d'une grossesse qui dépasse le 5e mois, c'est-à-dire une grossesse qui arrive déjà à un âge gestationnel qui peut donner naissance. Si on arrive à avoir la grossesse, c'est l'objectif, tout le monde est content, mais si par hasard, après avoir complété les 3 cycles avec les 3 donneuses et tous les transferts qui proviennent de ces 3 cycles, on n'a pas de grossesse ou on a une fausse couche et donc on n'a pas son bébé dans les bras, la clinique Fertilab, elle va vous rembourser les 70% de l'assurance que vous avez payée pour la grossesse. Donc, OK, il y a quelqu'un qui me demande s'il y a des restrictions pour le voyage à Barcelone en cas de traitement. Actuellement, on reçoit sans problème les patientes en provenance de l'étranger, c'est-à-dire France, Italie, Suisse, Angleterre. C'est impératif de réaliser pour entrer en Espagne un test moléculaire, c'est-à-dire une PCR du Covid, dans les 72 heures qui précèdent l'arrivée en Espagne. Et le résultat négatif de la PCR, ça va aussi être utile pour se soumettre au traitement. Évidemment, on va fournir aux patients un certificat médical comme quoi elles doivent se soumettre à une procédure médicale à Barcelone et donc elles sont censées voyager pour arriver en Espagne. Donc, on n'a jamais eu de soucis, il n'y a jamais des patientes qui ont été rejetées à la frontière ou à l'aéroport. Quelqu'un me demande, peut-on quand même faire le transfert sans faire ces analyses? Je ne sais pas de quelle analyse on parle, ça dépend. Il y a certaines analyses qui sont obligatoires par la loi espagnole, hein, comme par exemple la virologie, hein, mais je ne sais pas si quelqu'un me demande ça par rapport, par exemple, au test sur le sperme. Hein. Disons que je peux dire que ce qui est obligatoire est déjà bien posé par la loi. Et après, c'est à nous de demander d'une manière très personnalisée à chaque couple que type de test c'est nécessaire pour maximiser les chances. Quelqu'un me demande, j'ai 43 ans et pense faire une FIV avec don d'ovocytes. J'ai entendu dire qu'il y a des risques pour les femmes plus âgées.
c'est les cas, même si j'ai les dons d'une jeune femme, les risques sont liés à mon âge, pas la donneuse, que je peux faire pour diminuer ces risques? Je suis très, très contente de répondre à cette question. Donc, il faut séparer les risques qui sont liés à l'âge, c'est-à-dire aux ovocytes. Quand on passe au don d'ovocytes, évidemment, ces risques diminuent. Donc, en don d'ovocytes, par exemple, on aura un risque d'avoir un embryon avec syndrome de Down qui est inférieur au risque qu'on aurait sur une grossesse naturelle à 43 ans. Donc, point de vue de l'embryon, en général, le risque d'anomalies et de malformations est plus faible parce qu'on utilise les ovules d'une donneuse. Par contre, il y a d'autres risques qui sont liés à l'âge, qui sont plutôt liés éventuellement à des complications pendant la grossesse. Et par exemple, comme le risque de développer peut-être une petite hypertension pendant la grossesse, du diabète pendant la grossesse. Et c'est pour ça que chez les receveuses, surtout si elles ont plus que 44 ou 45 ans, on ne va jamais transférer plus qu'un embryon à la fois. Parce que les risques, pour diminuer voilà, ce risque lié à l'âge, c'est très, très important pouvoir assurer une grossesse unique. Hein? Donc, quand les patientes me demandent comment, docteur, je peux faire pour avoir un minimum de risque pendant ma grossesse, même si j'ai déjà un certain âge, je dis, on va faire la grossesse la plus naturelle possible. Et la nature, en général, elle donne un fœtus à la fois. Autre question, je vais faire un transfert d'embryon congelé. Les docteurs donnent plein d'analyses comme TSH, FT4, vitamine 25, alors 25 déficiencies en protéine C, etc. Il est obligatoire de ces analyses. Donc, comme je disais avant, parfois on demande un complément d'analyse entre un transfert et un autre. Hein, si par exemple on a eu un échec d'implantation, on va se poser la question, est-ce que l'échec est lié simplement au hasard? Et c'est la plupart des fois. Donc, si devant un premier échec, on ne va pas se préoccuper trop, mais c'est clair que devant des échecs répétés, c'est important d'aller analyser des variables comme par exemple le système immunitaire, le système de coagulation, la vitamine D, hein, par exemple, et le fonctionnement de la thyroïde. Donc, les analyses que le médecin demande peut-être sont nécessaires pour être sûr qu'il n'y a pas des facteurs qui diminuent les chances d'implantation de notre embryon congelé. Voilà. Donc, pour la préparation de l'endomètre, quel protocole mettez-vous en place? Ça aussi, c'est une question à laquelle j'aime bien répondre parce que moi, et à Clinique Fertilab, comme on a dit, on essaie de personnaliser et donc, chez les patientes qui ont des règles naturelles, qui ont des cycles spontanés, on aime bien faire les transferts sur des cycles naturels, sans donner ni de stimulation, ni de hormones aux patientes. Pourquoi? Ça, c'est parce que ça a été démontré que sur le cycle naturel, quand la patiente, et bien évidemment, elle a encore une bonne activité ovarienne, la probabilité d'implantation est la même que dans les cycles avec médicaments, mais le taux de fausse couche est inférieur sur les cycles naturels. Donc, après, évidemment, si la patiente, soit elle a des cycles irréguliers ou soit elle a peut-être une croissance de l'endomètre qui n'est pas favorable, on peut toujours rajouter des traitements par hormones à travers des patchs ou à travers des comprimés. Et en cas de développement inadéquat de l'endomètre, que proposez-vous? Annulez-vous le transfert? Évidemment, il faut être sûr qu'on arrive à faire un transfert dans des bonnes conditions. Donc, oui, au cas où, par échographie et par prise de sang, on voit qu'il
les conditions pour le transfert ne sont pas idéales, il vaut mieux annuler le cycle, hein, provoquer des règles et recommencer peut-être avec un nouveau protocole, avec différents types de préparation hormonale. Quelles sont les techniques utilisées pour favoriser l'implantation embryonnaire? Donc, il n'y a pas vraiment une technique pour favoriser l'implantation de manière mécanique, hein. On sait très bien que le transfert, c'est un moment magique, hein, où on doit avoir d'un côté un utérus qui est prêt, et quand je dis un utérus qui est prêt, ça veut dire un bon endomètre et une bonne synchronisation, et de l'autre côté, un embryon de bonne qualité. Parce que je peux transférer dans un utérus parfaitement préparé un embryon qui est de mauvaise qualité et il n'y aura pas de grosses chances d'implantation. Donc, le secret, entre guillemets, pour augmenter le taux d'implantation, c'est évidemment la qualité embryonnaire d'un côté et la bonne préparation et synchronisation. La technique du transfert, ça aussi, c'est important, mais c'est important surtout que le transfert, ça se passe d'une manière facile, sous échographie, hein. On fait toujours les transferts avec l'aide de l'échographie pour voir exactement où on dépose l'embryon. Mais l'embryon, voilà, il est déposé dans l'utérus, hein, dans une petite goutte de milieu de culture, et après, c'est à l'embryon, comme je dis toujours, hein, il faut que l'embryon, maintenant, il travaille pour s'accrocher. Hein. Ça ne dépend plus de la patiente. Hein. Une fois que l'embryon est à l'intérieur de l'utérus, la nature décidera si cet embryon, il est capable de donner implantation ou pas. Donc, voilà. Quel est le coût des embryons surnuméraires? Donc, on a un coût pour la congélation des embryons qui couvre la première année. Et après, une fois par an, les patientes, s'ils veulent prolonger la conservation des embryons, ils ont tous les ans à payer, disons, une maintenance des embryons congelés, mais ça ne dépasse pas les 300, 400 € par an. En tout cas, les assistants sur les prix des traitements et des congélations et des maintenances, elles peuvent vous envoyer les détails. Est-ce que les adhérences entre les organes ont un impact sur le déroulement de la grossesse? Si on parle des adhérences abdominales, en principe, ça n'a pas un impact direct sur la grossesse parce que c'est des adhérences qui sont à l'extérieur de l'utérus, hein, dans le ventre, mais à l'extérieur de l'utérus. Par contre, si on parle d'adhérence à l'intérieur de l'utérus, hein, d'adhérence de l'endomètre, ça, oui, ça peut empêcher tout d'abord une bonne croissance de l'endomètre, donc ils vont empêcher que l'endomètre soit bien préparé. Et ils peuvent aussi voilà, diminuer les taux d'implantation et l'évolution de la grossesse, bien sûr. On me demande, j'ai déjà répondu, mais je vais répondre à cette question sur les techniques de sélection des spermatozoïdes qui ont un taux de condensation d'ADN spermatique dans un cycle de FIV. Nous, sur la fragmentation d'ADN, on a, sur les patients qui ont des taux élevés de fragmentation des spermatozoïdes, on applique la technique de sélection qui s'appelle fertile. C'est une technique qui utilise un device qui permet de sélectionner les meilleurs spermatozoïdes et qui ont le moins de fragmentation. Et une fois
sélectionnés, les biologistes, ils vont injecter et féconder les ovocytes avec les spermatozoïdes sélectionnés. Quelqu'un me dit, est-ce que vous pouvez expliquer comme vous pouvez personnaliser les traitements? Est-ce que ça c'est vrai? C'est pas trop clair par rapport aussi à d'autres cliniques. Donc, quand on parle de personnalisation, comme je disais avant, ça se base tout d'abord sur un diagnostic très précis sur le couple ou sur la patiente, hein, et on parle, comme je disais, d'aller regarder toute la partie hormonelle, hein, d'aller regarder aussi la partie qui est liée au système immunitaire, éventuellement toutes les analyses sur l'utérus de la patiente et sur les spermatozoïdes. Et ça se base aussi sur le fait que c'est toujours le même médecin qui va suivre la patiente du début à la fin. C'est-à-dire, dès la première consultation, le médecin, il va connaître les patients, même si c'est par vidéo, hein, mais on a appris très bien à travailler par vidéo. Donc, et il va suivre toutes les phases du diagnostic, va mettre en place le traitement plus adéquat pour ce couple, pour cette patiente. Et sur le suivi aussi du traitement, c'est toujours le même médecin et la même assistante. Donc, il y a des assistants qui connaissent parfaitement et individuellement chaque cas. Donc, il y a une question sur le taux de réussite de don d'embryon. Pourquoi il est inférieur au taux de réussite d'une FIV? Donc, comme j'avais dit avant, le taux de réussite du don d'embryon, il est calculé sur un seul transfert. Et comme vous avez dit, comme on a vu, un transfert de don d'embryon, c'est un blastocyste. Et donc, le 40%, c'est le taux de naissance. Ce n'est pas simplement le taux de grossesse, c'est le taux de naissance. Donc, c'est une probabilité très bonne. On ne peut pas la comparer au taux cumulatif. Par exemple, dans un don d'ovocytes, on a peut-être 3 ou 4 blastocystes pour le transfert. Donc, la différence est liée surtout au fait qu'on est en train de parler d'un seul transfert dans le don d'embryon. Et aussi, les embryons qui sont dans la banque sont des embryons qui sont à provenance, la plupart quand même, de cycles de don d'ovocytes aussi. Il y a aussi une question sur les tarifs. Pour ça, je vous demande d'envoyer un mail aux assistantes qui peuvent vous donner tous les tarifs des traitements qu'on fait chez Fertilab et surtout, si vous avez envie aussi de connaître les programmes de garantie. Donc, s'il n'y a plus de questions, je suis vraiment ravie de pouvoir avoir partagé avec vous les résultats. Donc, comme je dis, on est très, très fiers de ça. Et donc, je vais terminer le webinaire si vous me le permettez. Et donc, vous savez que vous avez la possibilité de vous mettre en contact avec Fertilab, avec les médecins, avec les assistantes, toujours en ligne. Les consultations en ligne, évidemment, elles sont ouvertes et gratuites. Donc, on vous attend pour vous connaître d'abord à travers la vidéo et après ici à Barcelone. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre participation à ce webinaire. On espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez encore d'autres questions ou d'autres doutes par rapport
à d'autres sujets ou par rapport aux tarifs, n'hésitez pas de nous contacter à l'adresse mail info@fertilab.org. Et donc, nous vous remercions beaucoup de Esther, votre une participation. question. Esther, Oui. un moment, parce que j'ai une dernière question à laquelle je veux répondre, très Il n'y a pas de souci. importante. Quelqu'un me demande combien de temps entre le vaccin et le démarrage du parcours. Et c'est 2 semaines après la deuxième dose du vaccin qu'on peut démarrer son traitement en toute sécurité. Donc voilà, je vous disais, donc s'il y a des questions que vous reviennent à l'esprit, n'hésitez pas de nous contacter à l'adresse mail indiquée dessous, info@fertilab.org. Et nous vous souhaitons un excellent après-midi. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.